Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ces rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est place de l'Opéra que j'ai la chance de rencontrer Benoît Charbonneau, le célèbre gémologue. Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue dans Rubis sur Canapé. Je suis absolument ravie de t'accueillir. Moi aussi. Alors, tu t'appelles Benoît Charbonneau et tu es président de GEM Sélection, créateur de voyages de gémologie, joaillier et aussi conférencier. Exactement, conférencier depuis peu, ouais, exactement. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc en gémologie, ouais, tout à fait. Et alors, est-ce que tout d'abord, tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait comme études? Est-ce que celles-ci, elles se sont révélées utiles là où tu t'y attendais ou est-ce qu'elles t'ont apporté complètement autre chose au final? Oui, bien sûr. Donc en fait, moi je me destinais pas au tout début à être gémologue puisque j'ai passé des études en joaillerie. J'ai commencé à Saumur, une année en apprentissage dans le but de trouver un maître d'apprentissage en joaillerie. Donc la première année, ça n'a pas été le cas, c'est assez difficile, donc j'étais en gravure. À l'issue de cette année, en fait, je me suis inscrit dans une école, Saint-Amand, et j'y ai passé 6 ans en joaillerie, en sertissage. Donc ça a été une très bonne chose. C'est aussi là où on a fait un petit peu de gémologie. Donc j'ai fait aussi de la gémologie à Saint-Amand. Oui, on avait des cours toutes les semaines, donc c'était plutôt bien parce que ça n'existe plus. Enfin, c'est plus vraiment dans le programme aujourd'hui. Mais c'est vraiment là que ça a un petit peu commencé. Et puis à l'issue de mes études, j'ai eu la chance de faire un stage à Saint-Barth. Et j'ai donc commencé, j'ai un peu travaillé à Paris avant de partir, mais très peu, ça me branchait pas trop. Disons que j'avais des facilités en joaillerie. Techniquement, j'ai terminé major de France en joaillerie, donc voilà, j'étais plutôt. C'était Ma assez voix fluide et était. naturel là-dedans, quoi. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. J'avais des facilités, donc il n'y a rien qui prédisposait le fait de terminer, ou en tout cas d'être aujourd'hui gémologue, parce que c'était plutôt. J'avais de très grosses facilités, surtout en joaillerie. Et c'était le métier pour lequel, enfin voilà, j'ai passé un CAP métaux précieux option joaillerie, un brevet des métiers d'art et des joyaux, donc c'est des études longues. C'est très différent de la gémologie parce qu'on parle de 6 années là, plus derrière évidemment la pratique. À l'issue de quoi, après mes stages et puis une petite année à Paris, je suis parti tout de suite à Saint-Barth et je suis resté 6 ans. Mais là-bas, du coup, vous étiez joaillier ou non? Qu'est-ce que c'était votre travail? Exactement, ouais. Donc j'ai commencé chez un petit artisan. Je suis pas resté très longtemps parce que il y avait une grande maison qui me demandait, donc travailler chez Chopard après. Et j'ai eu la chance d'avoir chez Chopard, en fait, j'ai pu me faire payer mes études en gémologie, donc ça a été une grande facilité pour moi. Donc c'était plutôt cool. Je travaillais entre Saint-Martin et Saint-Barth, mais voilà, j'habitais Saint-Barth et c'est plutôt là Ouais, trop que ça se sympa. passait. C'était très sympa, ouais. Mais donc, du coup, alors pour tes études, qu'est-ce que tu retiens au final comme point important et qu'est-ce que tu pourrais te dire, ah, j'aurais pu faire comme ci ou comme ça, ou qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un Ah, qui te aujourd'hui? donnerait Ouais. qui te demanderait des conseils? De manière générale, en joaillerie et Gémeaux, moi j'ai adoré l'école parce que plus de temps qu'en apprentissage, c'est-à-dire qu'on est moins contraint avec des. Évidemment, quand on est chez un patron, on a, je pense, moins de temps personnel pour faire préparer les concours, par exemple. Alors j'ai eu la chance à Saint-Amand de pouvoir faire le concours des meilleurs apprentis de France que j'ai gagné, les Olympiades des métiers. Donc je suis allé au Canada représenter la France. Enfin, voilà, j'ai été quand même assez verni en joaillerie. J'ai terminé mes études à 21 ans. C'était très confort d'être dans cette école. Saint-Amand, c'est la plus grande école de joaillerie en Europe en termes d'élèves, puisque c'est là où il y a le plus d'élèves en bijouterie, donc c'est une grosse école. J'avais des profs meilleurs ouvriers de France, chefs d'atelier de quartier. Enfin, à l'époque, donc je parle entre 95 et 2001, c'est une excellente école, quoi. Enfin, avec des formateurs de haut niveau. Si c'était à refaire, évidemment, je le referais comme ça, parce que c'était pas une grande ville. Moi, je suis pas très fan aussi des grandes villes. Je suis un de Nantes à la base.
Donc je suis né à Nantes. J'aime bien ce qui est un peu calme. Donc Paris, ça aurait pas été. Il y avait l'école du Louvre qui existait à l'époque. Il y avait Nicolas Flamel, la FEDAP. C'est des écoles qui existaient. Il y en a qui ont disparu. La FEDAP a disparu, il me semble. Il y en a qui ont changé de nom. Mais sincèrement, aucun regret. Et puis j'ai pu me consacrer à la préparation de ces concours. C'est une école quand même publique, il faut aussi le souligner. Donc moi j'ai fait toutes mes études, y compris avant le collège, dans le public, donc je trouve ça très bien. Il y a du très bon matériel à Saint-Amand, donc machine laser, etc. Des choses à l'époque. La CAO, c'était les prémices, on avait déjà du matériel en CAO, des bons ordi. Bon, moi, c'était pas, j'ai jamais été très fan de ça. J'aimais beaucoup tout ce qui est fait main, etc. Donc, je me suis pas orienté là, mais voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et évidemment, quand j'ai terminé mes études, j'étais à des années-lumière de me dire je serai gémologue ou à l'époque, c'était pas le truc qui me branchait le plus. Donc, comme tout le monde, j'ai fait des collections plus jeunes sur des pierres, mais voilà, tous les collectionneurs de minéraux ne deviennent pas gémologues. Après mes études en ayant travaillé un petit peu en joaillerie, j'ai ressenti plus le besoin de bouger. Oui, du coup, Rester, alors, ouais, ouais, à Saint-Barth, à la cheville, c'est toujours un ouais. peu, c'est quand même très statique quoi comme métier. Donc moi j'adore ça, ça me manque la cheville, c'est quelque chose qui, en fait c'est naturel pour moi de faire des bijoux, Mais il y mais avait toute une dimension qui vous manquait. ouais exactement. Mais du coup, alors juste pour revenir sur chez Chopard, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter Hmm. votre expérience à Saint-Barth? Comment c'est de travailler pour une grande maison? Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'était quoi votre quotidien, tout cela? À Saint-Barth c'est cool. C'est pour ceux qui connaissent pas, voilà, pas d'impôts, pas de taxes, aucun impôt, aucune taxe. À l'époque, 6000 personnes qui vivent, 24 km², donc c'est un tout petit caillou. Il faut être plutôt équilibré pour vivre à Saint-Barth parce que, en général, quand les gens sont pas agréables ou en tout cas, je pense à des gens qui voudraient arnaquer et tout ça. Évidemment, c'est pas vraiment possible là-bas puisqu'on est tout de suite blacklisté. Donc moi, ça s'est très bien passé. J'ai d'abord commencé chez un petit artisan, mais je suis pas resté très longtemps parce que je voulais évoluer un peu plus vite. J'avais aussi des demandes de maisons plus grandes. Alors, ce qui était difficile pour moi, c'était j'aurais pu travailler Place Vendôme tout de suite à Paris, mais ça m'intéressait pas les grandes maisons ici parce que c'était Paris. Et donc c'était le bon compromis, Chopard. Beaucoup de ventes aussi, donc j'ai autant fait de ventes que d'ateliers. Ah, donc un poste vraiment polyvalent. Oui, oui. Et à la fin, beaucoup plus de ventes. Donc c'est pour ça aussi que j'ai préféré quitter Saint-Barth parce que on fait vite le tour, quoi. Ouais. 6 ans, c'est bien sur une petite joaillerie. Alors quand je dis petite joaillerie, la surface de vente à l'époque chez Chopard, c'est 25 mètres carrés. Donc c'est une petite boutique, mais avec des pièces très luxueuses. Je me souviens d'une pièce assez exceptionnelle, dépassant le Ouais, vous avez vu million. des belles Ouais, ouais, choses. très très beau. Mais ça n'a pas un intérêt en termes de vente, c'est du prévendu, c'est un peu comme ici. Les choses, elles sont exposées dans des grands magazines, donc le client, il rentre, il demande à sa femme si ça lui convient, il s'écoule 5 minutes et l'American Express, on la passe et c'est 1 million, enfin 800 000. Donc voilà, moi j'étais jeune aussi à cette époque-là, puisque je quitte Saint-Barth, j'ai 27 ans. Donc j'ai évolué, ça m'a fait évoluer très vite Saint-Barth. J'ai appris l'anglais là, évidemment autre que scolaire, c'était quand même plus intéressant. Et on touche une clientèle hyper élitiste. Qu'est-ce qui change alors de travailler pour une grande maison versus chez un artisan? Ah, chez un artisan. Bah, en réalité, pas grand-chose. Hormis le fait que l'évolution elle est plus rapide. Si j'avais voulu travailler en Suisse, c'était possible. Là, moi, je dépendais de la Suisse, donc à Genève. Donc c'est vrai que l'évolution elle est plus grande, plus facilitée. C'est aussi pour ça que j'ai pu faire des études en gémologie derrière, et notamment aux États-Unis. Sans Chopard, ça n'aurait pas pu se faire comme ça. Voilà. Oui, en fait, Entre, ça ce- apporte des grandes ouais, opportunités qu'il n'y a voilà. pas ailleurs. Ouais. Ouais, plus difficilement, plus restreint. Mais j'ai absolument rien contre les artisans. C'est d'ailleurs, je travaille beaucoup avec les artisans aussi aujourd'hui, mais disons que le panier malin n'est pas le même, c'est pas le même travail, c'est des difficultés différentes.
en fonction des deux. Le cahier des charges pour la place Vendôme est évidemment strict, mais c'est normal. Il y a une sélection très importante, donc notamment sur ce que je fais quotidiennement, comme c'est de la quantité en récurrence. Quand la place Vendôme vous demande 100 saphirs, moi il faut que j'en amène 150 ou 200 pour être sûr d'en vendre 100. Vous voyez, donc il faut tout anticiper. Je parle même pas des douanes, des papiers, de l'import, des exportations, parce qu'après il faut renvoyer les pierres qui n'ont pas été sectionnées. C'est un gros boulot. Le gros plus, c'est que effectivement, comme j'étais joaillier avant, je crois que je m'en sors plutôt bien en étant négociant aujourd'hui de GEM, parce que j'arrive à voir les choses un peu plus loin et Et à j'anticipe, je comprendre, pense. Ouais, oui, certaines choses. Mais du coup, c'est ça. alors comment ça se passe le processus de sélection et de vente de pierres? Alors le plus dur, c'est de trouver la source. Ça prend des mois. Sur de la récurrence, hein, je parle. Donc typiquement, par exemple, des saphirs en 11 par 9 que je fais régulièrement, ça me prend 3 4 mois de trouver la bonne source. Il en faut plusieurs pour de la récurrence et quand il y a plus de corindon en réalité, donc quand il y a plus de matière, il faut trouver toujours un plan B, voire un plan C. Là, en l'occurrence, il me fallait à peu près 3 fournisseurs différents en Asie, de manière à pouvoir proposer de la récurrence de manière pérenne, en fait. Et, et c'est ça le plus difficile. Et une fois que la source est sélectionnée, là, c'est pas très très compliqué, moi, je me fais envoyer en tout cas des pierres régulièrement. Je vais aussi sur place, évidemment régulièrement. Donc en cumulant les deux, c'est pas difficile. Il faut juste être précis sur les dates de livraison. Et puis parfois il y a notamment en Inde, ils ont beaucoup de fêtes religieuses, donc faut anticiper tout ça. Ouais. Les jours fériés, c'est le pays qui a le plus de jours fériés au monde, donc c'est assez compliqué à gérer l'Inde par exemple. Ouais. Et les autres pays, c'est Donc oui, différent. donc ça fait partie des difficultés, donc trouver la source et s'adapter au pays Exactement. d'origine. J'imagine que parfois il y a des risques un peu à prendre ou pas Mhm. tellement. Non, sauf l'année dernière quand je me suis fait mordre par un chien enragé. C'est tout. Donc j'ai fait de l'hôpital. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un protocole de l'OMS à suivre, un mois de traitement avec des injections très précises. Donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai été sauvé puisque je ne serais pas là à vous parler. La rage, il faut savoir que vous avez entre 12 mois et 1 an, sans quoi vous êtes mort, si vous ne faites pas l'injection des 24 heures, ou en tout cas proche des 24 heures. Donc ça, c'est le truc que je retiens. Mais il peut y avoir tellement d'autres choses. La problématique, là, c'est que je me suis fait mordre sur une mine de saphir, en fait. Donc, avec des mineurs, et il y a un chien qui. Typiquement, les chiens, quand ils sont enragés, ils se jettent sur vous, ils vous mordent. C'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Mais j'étais dans un pays où. Donc, ça s'est passé au Sri Lanka. Au Sri Lanka, il y a un bon système de soins. J'étais parfaitement soigné. En Inde, évidemment, système de pareil médical excellent. Donc, aucun problème. Voilà. Ouais, donc en fait, effectivement, c'est un métier enrichissant et intéressant, mais qui comporte des risques et des difficultés. Oui. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus alors du coup dans ce Dans métier? ce métier, les gens. Moi, j'aime les gens. Donc, j'adore faire ce métier parce que vous faites des super rencontres. J'ai des rapports très forts aussi avec mes fournisseurs. Donc ça, je pense que c'est assez personnel. Comment vous êtes. Et il doit y avoir des gens qui ont des rapports comme ça dans d'autres domaines. Mais le fait d'aller régulièrement en Asie, en fait, vos fournisseurs deviennent un peu... C'est une famille reconstituée. C'est un peu ça. En tout cas, pour moi, c'est ça. Donc c'est des liens très forts. J'ai des fournisseurs que j'ai depuis 15 ans, donc avant même d'être gémologue, en tout cas d'en vivre, et puis de faire, parce que ça fait 5 ans que j'ai ma société, mais avant ça, comme j'étais en joaillerie, j'avais des fournisseurs aussi, et que j'ai encore, et parfois c'est leurs enfants maintenant qui me servent. C'est très drôle de voir la progression. C'est comme chez nous, il y a beaucoup de transmission dans ce domaine, euh, donc c'est un côté assez formidable. Enfin moi j'adore ça. On évolue aussi, c'est pas le négoce que je préfère le plus dans mon travail, c'est tout le paradoxe, alors que c'est quand même l'essentiel de mes revenus. Aujourd'hui, moi, je préfère vraiment aller en voyage et montrer ce que c'est que la gémologie de terrain. C'est pour ça que j'ai ouvert, en tout cas il y a 2 ans et demi, Discovery Gems, qui permet à des néophytes ou à des professionnels de partir sur le terrain et les emmener sur les mines, les sites miniers. Donc ça, c'est Du coup, super. ça s'adresse donc à tout le monde au final. Oui, ça s'adresse à tout le monde et moi j'adapte en fait.
je dispense des cours en même temps sur place et je m'adapte aux apprenants qui viennent avec moi. Ok, Mais c'est ouais. que des petits groupes, j'emmène jamais plus de 6 personnes, en tout cas pour le Oui, moment, donc parce on que c'est peut pas vraiment faire exactement. quelque chose Quand je suis de seul, 6 personnes. personnalisé. Voilà. D'accord. Ok, ah oui, donc parce que parfois vous faites des voyages à plusieurs. Oui, j'ai aussi une gémologue qui vient avec moi pour les grands groupes, donc pour les écoles. Mais quand c'est un groupe, disons, normal, ce que je qualifie de normal, c'est 6 personnes. Là, oui, je suis tout seul. Je suis tout seul, mais il y a un guide sur place, on est en minibus, enfin, c'est dans des super conditions. Les hôtels sont, je les ai tous choisis, c'est des boutiques hôtels, donc c'est des jolis. Les gens sont bien logés et c'est Oui, super beau. aux Il y a petits des. soins, Ouais, ouais, tout tout à est fait. bien. Tout à fait. Et mais comment alors elle vous est venue cette idée de faire ça? Il y a plein de personnes dans mon métier, d'ailleurs, c'est pas très bien vu de faire ça parce que forcément, moi, quand j'emmène des personnes comme ça en voyage, ils vont voir mes fournisseurs et c'est tout l'intérêt aussi. Ah C'est-à-dire oui, que, et donc du coup peut-être voir des choses qu'on aurait envie de cacher, oui, qui sont pas super belles vitrines et à tout, ma mais au connaissance, on est quatre final, dans le monde hein, à faire ça, donc on n'est quand même pas nombreux. Mais 4-5, ouais, ça se tient sur les doigts de la main, de manière régulière. Moi, je fais ça de façon effectivement régulière. puis parfois, il y a des manques de transparence parce que même les créateurs, ils savent pas d'où viennent les choses, donc ils peuvent pas tellement Oui, expliquer. bah, il y a ça, et puis il faut montrer aussi tout. Moi, j'indique ça et je montre ça, c'est hyper important, les traitements, notamment les traitements thermiques au Sri Lanka, avec les burners, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un truc vraiment, c'est essentiel à voir. D'en parler ou d'en entendre parler en Alors comment cours, ça marche? comment ça marche les burners? Ouais. Ceux qui font ça soufflent dans une espèce de longue pipe. Donc c'est très C'est artisanal hyper en fait. artisanal, C'est pas du exactement. tout dans C'est des pas la chauffe labos. moderne, non, non. Donc il y a deux types de chauffe au Sri Lanka comme dans beaucoup de pays, mais les burners, eux, ils interviennent. Il y a très peu de pays où ça se pratique. Le Sri Lanka, ça doit être le numéro un. Il y a un petit peu à Madagascar et puis il doit y en avoir quelques-uns en Thaïlande, mais ça se compte sur les doigts de la main là encore. Il y en a très peu. Au Sri Lanka, je crois qu'ils sont une petite dizaine. Donc c'est un métier très particulier Je qui se pensais que transmet. justement, comme il y a beaucoup de pierres chauffées, qu'il y en avait beaucoup au final, et Alors, en fait il y a non. deux choses. On n'utilise pas un burner pour les mêmes choses que la chauffe moderne, en fait. D'accord. Voilà. Le burner, lui, il va surtout, quand on va chauffer, la chauffe, c'est entre 800 et 1200 degrés pour un burner. 800-900 degrés, ça commence et ça se termine à 1200. Le burner, il va éclaircir la pierre, donc ça va être tous les courants d'onde foncés qui vont devenir, eux, plus clairs. La chauffe moderne, elle est très différente, ça se pratique dans un four. La température, en fait, la progression de la température, elle est différente et pas faite par l'homme. Et on n'arrive pas au même résultat et c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc en général, c'est pour accentuer la couleur, pour un peu grossir et puis pour comprendre, ça se passe comme ça. Et la température n'est pas la même, c'est plus élevé. On voit les deux. Ceux qui partent avec moi voient ces deux techniques-là au Sri Lanka. La chauffe moderne, ça s'arrête à 1800 degrés. Donc voilà, le point de fusion du corindon, c'est 2052, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc il faut être en dessous et puis passer Oui, 1008, ça peut ça être mieux commence à quand être même d'être dangereux en en dessous. fait. Ouais, 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 donc ouais. exactement. Mais c'est hyper intéressant à voir parce que là, c'est pas dans les cours, on m'a dit que les traitements, c'est extrêmement important. Puis Alors on voit la différence, la pierre avant, après. oui, alors là, je veux juste séparer bien deux choses pour qu'il n'y ait pas D'accord. d'amalgame. Il y a les traitements, ça englobe plein de choses, dont les traitements thermiques qui sont tout à fait acceptés en joaillerie. Maintenant, évidemment, je ne parle pas de traitement au beryllium, au plomb, glace fil, tout ça, non. Là, c'est très différent et c'est pas, ça se pratique peu au Sri Lanka. Donc, je m'arrête au traitement thermique pour les pays que je Oui, propose. ça, beryllium, tout ça, c'est par exemple les émeraudes où on met de Alors, l'huile et tout, ou l'émeraude, rien à voir. ouais, c'est ça. Moi, je fais pas l'émeraude parce que c'est pas dans les endroits où, en tout cas en Asie, c'est pas ce qu'on fait. Mais quand il y a un ajout d'une matière, là, c'est en l'occurrence le beryllium, par exemple, ou le plomb, ça devient un traitement qualifié comme tel, et donc en joaillerie, ça n'est pas accepté, notamment en France. Voilà, ou en tout cas, il faut le dire. Euh, Oui, c'est ça, voilà. l'essentiel, Mais c'est il y a une d'être vraie différence averti. entre les traitements thermiques et les autres types de traitements qui, eux, ne sont pas D'accord, acceptés en joaillerie. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. ok. Et c'est important pour les joailliers aussi, parce que si on n'a pas de certificat, on ne sait pas vraiment. C'est vraiment difficile à déterminer. Tout ça, on le voit grâce aux inclusions présentes dans les pierres. Donc, si vous n'avez pas un labo, à l'œil, je ne peux pas vous dire, là, tout de suite, c'est chauffé, ou voilà, ça ne se fait pas comme ça.
c'est quand même très Oui, et particulier. puis avec quand même une loupe assez puissante Voilà. pour Mais voir. donc ce qu'il faut retenir, c'est que les burners, eux, ils vont éclaircir plutôt les corindons, quand la chauffe moderne, c'est plutôt pour intensifier la couleur. Donc si on a un bleu Un peu palo et très pas palo, au... et notamment au Sri Lanka, c'est souvent le cas, on va plutôt chauffer de façon à les rendre plus intenses et évidemment plus vendeurs. Et Mm. ça, c'est accepté. Alors, il y a une très grosse différence aussi au niveau des prix, puisque si on parle d'un corindon ou d'un saphir naturel, ça coûte vite fait le double de s'il est chauffé. Et par exemple, les topazes un petit peu marronâtres, pas très jolies, qu'on va chauffer pour qu'elles soient bleues, ça, il y a Alors, au Sri Lanka, moi, j'ai pas vu ces traitements-là et D'accord. non, je l'ai jamais constaté. Normalement, les topazes, effectivement, c'est plutôt brun ou orange et en les chauffant, enfin, en tout cas, avec un traitement, parce que c'est pas de la chauffe pour les topazes, c'est un peu D'accord. différent. Elles sont irradiées pour les rendre Ah oui, c'est ça. bleues, ouais. Donc, c'est beaucoup moins accepté chez nous. Mais sauf les topazes, du coup, impériales, qui Alors sont là, très orange, différent. très belles. Ok. Les topazes impériales, en plus, l'origine n'est pas la même. C'est plutôt D'accord. Amérique du Sud et notamment le Brésil. Mais là, ça fait l'objet d'un... Et il existe aussi des topazes bleus naturels, il ne faut pas l'oublier, un peu couleur marine, mais c'est assez difficile d'en trouver de jolis. Incolores aussi. Et voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les topazes en joaillerie, elles sont souvent irradiées. Donc ensuite, on les met dans des espèces de petits écrins en plomb pour que justement l'irradiation ne reste pas Bah oui, à la parce que fin. Ouais, ouais, c'est effectivement, ça. ça peut Donc être... attention aux grosses topazes portées tous les jours qui ne seraient pas bien. Enfin voilà, s'il n'y a pas eu de Hmm. plomb derrière. Et ces voyages, alors, ça a été compliqué un peu à mettre en œuvre en termes d'organisation, de 2 ans de douane, etc. préparation, 4 D'accord. voyages pour choisir les hôtels, les restaurants, les spots. Puis je suis pas tout seul, c'est-à-dire qu'il faut aussi un guide. Enfin, il faut un conducteur, il faut donc un chauffeur. Il faut aussi les gens qui m'accompagnent sur les mines. Voilà, moi je m'impose pas, donc j'essaie de former une équipe autour de moi. Je n'arrive pas en terrain conquis, je connais tout, pas du tout. J'apprends tous les jours en gémologie. Je pense que tous les gémologues pourraient tenir ce discours. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et puis, il y a des choses, ça évolue très vite, beaucoup, les gémologies, les traitements et tout, et puis les synthèses, etc. Euh, on trouve des nouveaux gisements régulièrement, donc il faut se mettre à la page. C'est de plus en plus difficile de trouver des beaux saphirs au Sri Lanka, notamment. Je pense aux saphirs cornflower qui sont maintenant vraiment difficiles à trouver. Le Royal Blue, c'est pas mal, mais sur nos latitudes, c'est compliqué. Ça devient vite trop saturé, en tout cas foncé. Et c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur ici. Contrairement à l'Asie, où c'est des pierres très recherchées. Et les pâtes paracha, alors? Paparacha, c'est un peu particulier parce que c'est très rare. Il faut une certaine. Le paparacha, alors, dans la langue en singalais, ça veut dire coucher de soleil, enfin crépuscule. Donc ça veut dire ça dans leur langue. Et effectivement, c'est une espèce de rose orangé. Et il faut une certaine quantité des deux pour que ce soit considéré comme un paparacha, exactement. Et ça, c'est que le certificat de laboratoire qui peut vraiment le confirmer. Donc en Et fait, parfois on peut avoir un saphir qui ressemble, il n'a juste pas l'appellation et il est très beau quand même, mais il n'est pas oui, pepperaccia. à l'œil, on arrive un petit peu à le voir quand même, parce que ça doit pas être tout rose ou tout orange, c'est un peu des deux, et dans une certaine proportion. Voilà ce qu'il faut retenir. Et c'est déterminé normalement, enfin moi je l'ai vu en réalité dans un laboratoire qui est l'un des plus gros du Sri Lanka, le GGTL. La directrice du laboratoire les identifie en immersion pour être certain justement de pouvoir mettre la bonne appellation. Parce que ça c'est très important. Oui, parce que Euh, ça joue au niveau du prix. Évidemment, un saphir rose, si je vous mets juste sur le certificat Pink Sapphire au lieu de Paparacha Sapphire, ça n'a rien à voir. Donc, c'est souvent vérifié, contrôlé et attesté en immersion. Ouais. Oui, qu'il n'y ait pas des fous pepperaccia. Et surtout qu'il y ait les bonnes proportions rose-orange. Parce que le corindon, les synthèses, on voit les stries courbes, enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même des bons indicateurs, y compris à l'œil. En tout cas, à la loupe x10 sûr. Ok. Bon, bah c'est chouette. Et où est-ce qu'on les trouve alors, ces saphirs pepperaccia? Alors, autour de la région de Ratnapura, des mines comme Pedmalula, je vais peut-être faire une erreur sur l'appellation exacte, mais Kiriela
il y en a là, tout autour de Ratnapura. Et Là, il y du en a. coup, c'est au Sri Lanka. Exactement, au centre-sud du Sri Lanka. C'est tout dans la même région. D'accord. Et c'est exactement là où on trouve aussi des spinels, les Saphir Cornflower Royal Blue. Est-ce que vous avez des petites anecdotes de voyage à nous raconter que vous aimeriez bien partager? Je retiens plein de choses parce que ce qui est intéressant, c'est les marchés au Sri Lanka aussi. Là, on n'en a pas parlé, mais Beruwala, qui est l'un des plus grands centres de négoce au monde, c'est à voir. Et là, des anecdotes, vous en avez tous les jours parce que euh, ils- quand ils vous voient arriver, vous êtes dans des petits bureaux vitrés. Ils viennent en nombre et c'est pas un par un, donc c'est très rigolo. Quand vous avez une table, il vous reste 10 centimètres à la fin de la journée, ça vous rentre complètement dans le ventre, ils poussent la table, c'est marrant. Et chacun veut montrer ses pierres, c'est assez, c'est assez comique à voir. Il y a une grosse sélection à faire, il y a un problème de taille. Alors, le problème de taille, c'est pas qu'au Sri Lanka, c'est dans tous les sites gémifères, sur tous les sites gémifères, et je pense notamment évidemment à l'Inde, Bangkok, toutes ces zones-là. Madagascar aussi. Aujourd'hui, 95 ou 90% des pierres sont mal taillées. Donc c'est un très gros problème. Euh, Ça Effectivement. s'appelle des fenêtres. Et donc vous voyez au travers de la pierre. C'est une grande difficulté pour nous parce que les joailliers nous demandent des pierres parfaitement taillées. Et ce qu'on voit en réalité, donc c'est 90-95% de pierres mal taillées. Il y a deux solutions. Soit une pierre elle est trop culassée ou pas assez, ce qui donne ce qui amène des pierres avec fenêtres. Alors si c'est trop culassé, c'est rattrapable hein, sans trop perdre de poids. Mais quand c'est trop plat, c'est-à-dire quand c'est pas assez culassé, là il n'y a rien à faire parce que vous perdez vraiment trop, notamment au niveau du feuilletis, donc ça vous donne des pierres beaucoup trop petites. Donc je suis souvent obligé de retailler les pierres que j'achète. Mais du coup, vous les retaillez là-bas? Je les retaille souvent là-bas pour des questions de coût. Ils ont de très bons tailleurs au Sri Lanka. Et évidemment, le coût du lapidaire, c'est pas du tout la même chose. Donc oui, oui, tout à fait. Maintenant, vous êtes aussi conférencier. Oui, Et depuis peu, ouais, tout à fait. J'interviens pour les entreprises, donc d'accord. sur un domaine qui est la négociation auprès en fait, d'une entreprise qui fait que ça, donc qui fait intervenir beaucoup d'autres métiers comme astronaute, cuisinier, enfin voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Et il y a parmi eux un gémologue, et c'est moi. Et j'interviens sur la partie négociation, en fait, qui est une partie qui est transposable dans plein de domaines. Donc pour des entreprises, ça peut être c'est tout à fait différent de la gémologie en fait. D'accord. Donc en fait, vous intervenez auprès, pour le compte d'une entreprise, auprès d'entreprises. Exactement, exactement. Pour parler de ce que je fais au quotidien sur la négociation et puis bah, évidemment pour eux, ça suscite un intérêt important parce que c'est pas leur domaine et en même temps, le domaine de la négociation est transposable dans leur activité. Et ces conférences, vous pourriez peut-être les faire aussi peut-être dans des écoles de joaillerie, Alors, etc. je fais déjà des conférences dans les écoles en France. C'est un petit peu différent parce que c'est pas le même sujet. Ça va pas être en tout cas que ça, et puis ça va pas être amené de la même manière. Notamment les conférences sur la douane, sur les pierres précieuses, la négociation aussi, puis les fondamentaux des pierres précieuses. Et puis après, il y a tout ce qui est le terrain, donc quand j'emmène des gens en voyage, mais pas que. Et puis, ce que je dispense, parce qu'il y a des cours théoriques que je dispense en Asie. Ces cours-là, je les dispense aussi en France à la carte. S'il y a des gens ou des entreprises ou des étudiants qui ont besoin d'avoir ces cours, il y a pas de difficulté, bien sûr. Oui, parce que c'est quelque chose que vous aimez bien Alors moi, j'adore transmettre. transmettre. Alors, la gémologie, la joaillerie, c'est ma passion. Donc, on est sur un sujet que j'adore, évidemment. Et c'est hyper intéressant. Heureusement que je reste pas juste dans mon bureau à faire du négoce, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, c'est pas que ça. Et alors, il y a des gens hein, qui sont peut-être faits que pour ça. Moi, l'achat-revente, c'est pas ce qui me fait le plus drimer. Disons que c'est aujourd'hui ce qui paye vraiment mes factures, mais je préfère vraiment faire d'autres choses dans mon métier en restant dans la gémologie pour les futurs gémologues, c'est des jeunes aujourd'hui. Et il faut que cette génération-là soit bien évidemment instruite. Et puis, c'est pas que de l'école, quoi. C'est hyper important. Je trouve assez dramatique, en fait, sortir des écoles et des cours de gémologie lambda, de pas savoir ce que c'est qu'une fenêtre ou de lire un certificat de gémologie. Je trouve ça assez triste. Parmi les meilleures écoles, hein, je parle. Donc, il y a aussi des écoles très réputées,
Et voilà, moi j'ai des élèves qui sortent de gémologie, qui me rapportent ça, qui ne savent pas ce que c'est qu'une fenêtre. Pour vous, du coup, c'est quoi le plus important à transmettre? C'est des choses, voilà, un peu techniques et bien montrées, etc. Ou plutôt des choses de la vie, Alors des expériences? les deux. Moi je suis un gémologue terrain, donc je vais vous dire tout de suite, bah, je préfère tout de suite ce qui est sur le terrain, parce que c'est tout, on comprend rapidement et réellement avec, bah, voilà, la chauve par exemple, si on le voit en vrai, c'est tellement différent que si je vous montre des graphiques avec des températures, c'est beaucoup moins agréable. On peut le faire, moi je fais Et les puis deux. on comprend moins. Mais ouais, c'est pas Les aussi. deux sont complémentaires, quoi. Voilà, exactement. Donc moi, je me destine pas du tout à devenir prof de gémologie classique, ça m'intéresse pas vraiment et c'est pas du tout méprisant pour ceux qui font ça. Il y en a qui le font très très bien, mais Oui, c'est juste pas votre destin. ouais, je préfère faire. J'aime vraiment le terrain, j'aime les rencontres et puis j'aime passer du temps avec les gens. C'est vrai que le fait d'être 10 jours, 15 jours, parfois plus avec des élèves sur place, ça crée des liens très forts. J'emmène des gens aussi en individuel régulièrement. Donc vous imaginez bien que quand tout ça est fini, il y a quelque chose qui reste. Et ça, c'est super, ouais, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui partent aussi avec moi, qui sont en reconversion, donc qui font pas forcément, qui sont aujourd'hui pas gémologues, qui le deviennent après, ou qui souhaitent le devenir parce qu'ils voient qu'ils ont Oui, ça pensé à les ça comme ça, et passionne. puis ils viennent, ils se rendent compte comment ça se passe en réalité. Attention, hein, je dis pas que c'est facile, c'est difficile, la gémologie, ou en tout cas d'en faire son métier. Pour vous, qu'est-ce qui est méconnu un peu dans ce secteur, soit de la joaillerie ou la gémologie, et qui mériterait de plus l'être, et voilà, Ah, des familles de pierre, moi je pense à ça. Ça commence, les écoles, elles commencent à faire des voyages. Les élèves eux-mêmes partent directement sur des voyages comme ce que je fais. Donc évidemment, ça veut dire des choses, parce que la gémologie, enfin les pierres, on ne les trouve pas ici, hein. C'est pas en creusant place de l'Opéra qu'on va trouver du saphir. Donc ça va être compliqué. C'est pour ça que l'intérêt, il est vraiment d'amener les élèves sur place, vraiment. Et ça devrait être prévu dans tous les cours, hein, de gémologie, enfin ceux qui s'inscrivent. Et dans les choses un peu dommages, je trouve assez regrettable en France que les pierres les plus demandées, en fait, sont les 4 pierres précieuses, alors qu'il y a tellement d'autres variétés. Je pense aux spinels, enfin, les spinels, ça vient dans plein de couleurs, c'est incroyable comme pierre, l'indice de réfraction est très élevé, très proche du diamant. Quel dommage, quoi, quel dommage, le spinel. Il y a des spinels, les cobalts sont très très rares, les Jedi qui viennent de Mensine, donc en Birmanie, ou Namia, qui sont extraordinaires, fluorescents, enfin c'est d'une beauté, c'est beaucoup plus beau qu'un saphir rose. Là, on peut voilà, hot pink, là ça veut tout dire, c'est vraiment très très beau. Les spinels rouges aussi, mais qui sont rarissimes. Mais les spinels, ça vient vraiment dans tellement de couleurs. Je pense aussi aux grenats. Les grenats sont très très beaux. Il y a des grenats, les grossulaires, savorites évidemment, votre les favorite, on démantoïdes. utilise quand même pas Un mal, petit peu, maintenant oui. un peu Mais plus. le grossulaire, par exemple, c'est très très beau. Le savorite, c'est un peu foncé. Enfin, moi, je trouve ça un peu vert bouteille. C'est personnel, mais il y a des couleurs qui sont, à mon sens, plus heureuses. Comme le grossulaire. Le grossulaire, c'est tellement beau. Il y a les tourmalines. Très beau, les tourmalines. Oui, et Tourmaline pas afghane. forcément que les tourmalines de Paris-Bas. Pas du tout. Moi, je ramène régulièrement des tourmalines lagon. Donc, très belles, très proches de la Paraíba. Le Paraíba, c'est particulier parce qu'il faut il y a de la manganèse, du cuivre dedans, enfin voilà, sur une certaine proportion. L'un ou l'autre, c'est pas correct, il faut qu'il y ait les deux dans une proportion particulière. Là, les tourmalines lagon, par exemple, qui viennent d'Afghanistan, sont très belles. Il y en a d'autres au Mozambique qui sont merveilleuses. Il y en a aussi des mints. Ça vient dans beaucoup de couleurs aussi, la tourmaline. Et il n'y a pas que le Brésil, les fuchsias ou les rubellites, pas du tout. Les bleus sont très demandés, les vertes aussi. Voilà, il faut juste que ce soit pas trop saturé. Ça arrive, notamment au Brésil. Moi, j'aime pas trop les tourmalines brésiliennes, justement, parce que je les trouve un peu foncées. Après, quand il n'y a Euh, pas assez de saturation, ça manque de profondeur oui, mais aussi. ça crée du dichroïsme. Et donc, Mm. il faut trouver Ouais. le juste milieu. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, les plus belles matières en tourmaline, pour moi, on les trouve
Je vais vous les énumérer, les pays là où elles sont les plus belles pour moi. Nigeria, mais il y a de moins en moins de mines. La Namibie, on en trouve des merveilleuses. Mozambique et Afghanistan. Et là, c'est très très beau. Des matières très très jolies. J'oublie le Congo. Il y a de très jolies tourmalines au Congo qui présentent pas ou très peu d'inclusion, mais elles sont un peu light. Donc moins demandées, mais il y en a de très jolies aussi au Congo. Voilà. D'accord. Et est-ce que parfois vous entendez vraiment des choses fausses de la part de joailliers ou même de gens qui connaissent rien à la joaillerie et vous vous dites à ça, il faudrait remédier. Non, pas vraiment. Non. Et puis après, tout ça, c'est un peu subjectif. La gémologie, c'est quand même c'est quelque chose de particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est que pierre semi-précieuse, ça se dit pas parce que c'est précieux ou pas. Mais on comprend tous ce que ça veut dire. C'est tout sauf les quatre pierres précieuses et pas les pierres ornementales. C'est pareil, il y a un peu trois catégories. Ce qu'il faut bien retenir, c'est pierres Ok. précieuses, Mhm. saphir, émeraude, rubis, diamant, pierres fines, donc ce qui est plutôt spinel, tourmaline, Topaz. topaz, améthyste, voilà. Et pierres ornementales, les pierres plutôt opaques. Lapis lazuli, turquoise, voilà, ce genre de pierres. Donc voilà un peu les trois catégories. Fines, c'est assez récent, hein, mais ça fait déjà 20 ans qu'on entend parler au moins. Avant, on appelait beaucoup les pierres semi-précieuses, oui. Mais j'en veux pas aux gens qui disent semi-précieux. Moi, je comprends très bien ce que ça veut dire et je vais pas les reprendre à chaque fois. Ça n'a pas, Oui, en fait, c'est pas si important que ça. non, après, tout dépend comment on se place et puis qui détient la vérité. Moi, je la détiens pas, donc je n'irai pas avancer quelque chose que je sais pas. On peut tous se tromper, mais voilà, l'idéal, c'est en tout cas d'essayer de faire au mieux et puis il n'y a pas de raison. Mais on parle beaucoup de la Paraïba, il n'y a pas que ça. Les Paraïbas viennent beaucoup aussi elles possèdent beaucoup d'inclusion. C'est difficile d'en trouver sans inclusion. Sur l'émeraude, c'est accepté, mais sur du Oui, c'est vrai. corindon, par exemple, du saphir, beaucoup moins. Sur du spinel aussi. Parce que c'est des pierres un peu chères aujourd'hui et voilà, c'est difficile de pouvoir imposer des inclusions sur des pierres élevées. Alors je dis ça, je dis aussi une erreur parce que les émeraudes aujourd'hui elles valent une fortune, il y a des jardins dans les émeraudes, mais c'est accepté depuis toujours. Et puis les émeraudes elles sont surtout souvent huilées, voire parfois résinées, donc ce qui est très compliqué puisque la résine en joaillerie n'est pas acceptée, enfin ou en tout cas très difficilement. Et c'est pas stable dans le futur, Oui, voilà, donc ça ça, c'est un fragilise vrai la pierre, problème, ouais. c'est pas bon du tout, ouais. Alors ça se dérésine, hein, enfin voilà, il y a des labos qui s'occupent de ça en cas de problème. Et alors, comment il se déroule votre quotidien aujourd'hui entre toutes vos activités? Les semaines sont donc très différentes ou il y a quand même un peu une, entre guillemets, routine où il y a des choses qui reviennent tout le Ouais, il n'y a pas temps? trop de routine dans ce que je fais. J'ai souvent des rendez-vous, donc ça c'est professionnel uniquement sur le côté négoce, donc ça c'est 80% de mon temps. Ah oui, Tout ce qui est conférence, peut-être 5%, 5 à 10 maxi, mais ça dépend des mois, des années, voilà, c'est différent. Les voyages, c'est 5% de mon temps. Les voyages, là, quand j'emmène des gens sur le terrain, les apprenants, ouais. mais du coup, vous êtes quand même à voyager, enfin, vous êtes amené à voyager 3 4 mois dans souvent, l'année? 3 4 mois dans l'année, plus après, comme vous êtes à Nantes, vous faites pas mal Ah oui, d'allers-retours. avec Paris, 2 fois par mois. Je préfère rester à moi à Nantes parce que c'est une ville plus sympa, à mes yeux, même si j'aime bien Paris comme ça quelques jours, mais c'est un peu fatigant. Donc voilà, je suis qu'à 2 heures, hein, c'est assez facile, en fait c'est un peu la banlieue, hein, puisque 2 heures de train ça se fait bien. Ça se fait bien et on est près de la mer, enfin voilà. Non, c'est pas loin de la Baule, donc c'est quand même plus cool que d'être pour moi à Paris. Même si C'est vous avez la sûr. Normandie, c'est bien aussi. Voilà. Ouais. Bon, chacun a ses qualités, hein. Ouais. Et est-ce que du coup, vous avez encore des nouveaux projets ou pas? Des nouveaux projets? Ah ouais, j'ai plein de projets. J'ai toujours des Le projets. contraire m'aurait étonné. Ouais, ouais. Bah, pendant cette période, parce qu'on est en plein confinement, enfin, on a été en confinement, ça s'est terminé en mai. Il y a des choses que voilà, j'avais pas de compte Instagram, j'ai créé ça c'est récent. LinkedIn, pareil. Je fais la refonte de mes 2 sites, c'est des choses que j'aurais jamais eu le temps, en fait, de faire avant. Et puis, ça fait du bien d'un peu se poser aussi. Les choses sont un peu à l'arrêt pour les grandes maisons, comme vous le savez, parce que eux sont très dépendants des étrangers. Tant que les étrangers reviennent pas, c'est vrai que les choses sont un peu en stand-by en ce moment, donc
Voilà, mais rien ne s'est vraiment arrêté pour les artisans, puisque eux, ils travaillent toujours très bien. J'ai encore vendu une très belle tourmaline lagon fin du mois de juillet. C'était une tourmaline de 11 carats 86 sans inclusion. Et donc, c'était en plein été, en milieu de l'été. Il n'y a pas vraiment de règles en réalité. Elle venait d'Afghanistan, elle était magnifique. Pour ceux qui veulent voir, je mettrai une photo, je vous en enverrai une. Ah Et comme ça, ils oui. pourront voir sur l'article Ah, de quoi on parle. Et est-ce qu'il y aurait d'autres projets dont tu voudrais nous parler encore? Oui, alors il y a quelque chose que j'ai mis en place très récemment. En fait, je vais commencer à aller en Inde avec deux docteurs en histoire de l'art, qui sont deux filles françaises très sympas, spécialistes notamment des Moghols. Et du coup, je vais organiser des séjours, en plus de la gémologie, à Jaipur, en Inde. On ira aussi à Agra voir le Taj Mahal, évidemment. Étudier les Moghols. Donc c'est des choses qui se feront sur 5 jours, un séjour vraiment particulier, axé uniquement sur l'art moghol, l'histoire des Moghols. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est un peu plus large que la joaillerie et la gémologie. Et en même temps, bon, l'art moghol, c'est quelque chose d'extrêmement riche en termes évidemment de joaillerie. Donc c'est un peu incontournable. Donc de le voir en vrai en Inde. Voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place, qui est déjà sur le site de GEM Sélection. Et de mémoire, c'est en février prochain, le prochain départ, voilà, le premier, puisque ce sera la première session pour étudier les Mongols. Est-ce que vous auriez un peu une citation qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager? Alors, ouais, il y a une citation qui correspond bien dans quoi je suis et ce que je fais. C'est pas de moi, c'est de Confucius, 5e siècle avant Jésus-Christ. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Et je trouve que ça résume bien mon activité en réalité, puisque chaque jour quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. C'est une vraie passion et quand on transmet les choses, c'est juste magique, ouais. Donc j'adore ça. Franchement, c'est merveilleux et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment, voilà, moi je sais rien faire d'autre que la joaillerie, la gémologie. J'ai pas j'ai jamais rien fait d'autre dans ma vie en fait, en travail. Voilà, je me sens à ma place dans ce que je fais, à ma place. Et puis je suis assez singulier. Moi j'ai la chance de faire un travail que j'aime, donc à partir de là, tout se passe bien. Voilà, je veux pas marcher sur la tête et on est dans une période trop difficile aujourd'hui en se disant il y a trop de gens, je pense, qui n'aiment pas ce qu'ils font et je leur souhaite voilà, de connaître ce que, en tout cas, moi, je ressens, évidemment, parce que c'est magique. Ah bon, bah super, franchement je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Merci infiniment pour nous avoir partagé autant Merci à toi. de lumière dans Ouais. les yeux. Bah oui, c'est gentil. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. À bientôt. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Rubis sur Canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. Et bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.